donc on va pouvoir rentrer directement dans le vif du sujet. On s'est permis de reformuler un peu le titre initial de la conférence, qui était, je crois, la gouvernance de la donnée aux mains du marketing. Là, c'est vraiment pour nous, quand la data gouvernance signifie faire du business, améliorer et accélérer le business. Donc voilà, je me suis déjà présentée. On va commencer rapidement en introduction par quelques chiffres clés et quelques éléments qui nous permettent de vraiment situer l'importance d'une bonne gouvernance de la donnée, avant d'entrer plus spécifiquement dans sa définition et dans les bonnes pratiques et les écueils à éviter que l'on a pu rencontrer au cours de nos missions chez Converteo. Donc, je commence par un chiffre qui est issu d'un rapport de Forrester, qui est que les organisations qui parviennent à alimenter toute prise de décision par de la donnée qualifiée et démocratiquement accessible à tous les collaborateurs croissent en moyenne 8 à 10 fois plus vite que l'économie globale. A l'inverse, une mauvaise gouvernance de la donnée et une mauvaise gestion de la donnée peut avoir un coût important pour les entreprises, que ce soit un coût financier. Donc, l'impact économique d'une mauvaise gouvernance de la donnée a été évalué à environ 135 millions d'euros par an, donc pour des entreprises d'une taille significante dans le rapport de Gartner. Donc il y a vraiment un risque financier d'un côté, et de l'autre côté, le risque évidemment législatif et le risque d'image, que sont des potentielles amendes et mises en demeure de la CNIL, et également tous les divers scandales qui ont émaillé la presse au cours des dernières années, que ce soit le premier d'entre eux et le plus connu, le scandale de Cambridge Analytica, ou plus récemment des différents scandales de fuite de données et d'impairs de sécurité. Donc les risques sont nombreux, que ce soit des partenariats data mal sécurisés, que ce soit des questions de piggybacking, donc d'entreprises qui posent potentiellement des tags dans des tags dans des tags avec de la donnée qui part chez des partenaires ou des acteurs inconnus. Donc il y a vraiment cette notion d'un côté créer de la valeur et d'autre part de s'assurer de limiter la casse, si je peux me permettre de le formuler ainsi. Donc Converteo, comme je l'ai dit, on travaille sur toute la chaîne de valeur de la donnée. Donc ça va de sa collecte, notamment la collecte de la donnée site-centrique, donc la donnée de navigation sur les sites internet, via toutes les problématiques de tracking et de web analyse, jusqu'à son activation en médias ou en CRM, ou en logique de personnalisation sur site, et sur toutes les parties de droit, toute la partie plutôt des data and intelligence, que sont donc du data engineering, de la data analyse, que ce soit pour des analyses ad hoc ou pour du reporting, du dashboarding, en passant par de la data vise et de la modélisation data science, des algorithmes de scoring, de segmentation avancée et d'analyse économétrique. On se trouve donc en tant qu'acteur conseil spécialisé dans la donnée à devoir adresser des challenges liés à la gouvernance de la donnée à chaque étape de notre intervention. Donc que ce soit des problèmes de KPI non définis ou définis de façon divergente entre différentes entreprises et différentes équipes, que ce soit des problématiques d'accessibilité à la donnée ou de documentation de la donnée. C'est des problématiques que l'on a l'habitude d'aborder et on essaye toujours en parallèle de nos projets d'avoir cette mission d'évangélisation autour de la data gouvernance, de documenter autant que possible, de communiquer autant que possible sur les données qui sont utilisées et de faire en sorte que celles-ci se démocratisent et soient utilisées de façon la plus large possible et la plus consciente possible dans les équipes avec lesquelles on travaille. Donc, on va rentrer un peu plus clairement dans le vif du sujet. Donc, qu'est-ce que la data gouvernance? Est-ce que c'est encore un des derniers mots valises à la mode du marketing digital ou une réalité à laquelle on est confronté tous les jours? Mais pour cela, on a un premier prérequis qui est de se mettre d'accord, puisque l'un des objectifs de la data gouvernance est de se mettre d'accord sur les définitions, de se mettre d'accord sur le périmètre compris lorsque l'on parle de data. Converteo travaille essentiellement avec les directions marketing et digital. Donc, dans le cadre de cette présentation, on va parler la data pour le marketing.
mais toute la réflexion peut être étendue aux divers KPI de l'entreprise, que ce soit les data RH ou des data plus finance, supply, logistique et ainsi de suite. Donc, quand on parle de data, on parle d'un côté de la donnée froide, qui est une donnée qui est stable dans le temps et qui ne requiert pas d'être utilisée quasiment instantanément, qui ne perd pas sa valeur avec le temps qui passe. Un des exemples les plus connus est la donnée CRM. On a a priori la même adresse email pendant une période de temps relativement longue. La donnée sociodémographique, de la même manière, on ne change pas de nom, prénom et on change de classe d'âge à mesure du temps qui passe, mais pas dans l'immédiateté. Donc voilà, ça c'est une partie de données froides qui est un des volets de la réconciliation en fait, de profil client 360, qui est la partie vraiment plus stable. À l'inverse, sur le prisme tout à droite, on a la donnée chaude, qui est une donnée qui est mise à jour fréquemment et presque en continu, et qui doit être utilisée très rapidement après sa collecte. Donc on a ici en exemple principal donc, la donnée de navigation, la donnée comportementale, donc la donnée de navigation sur les assets digitaux, les sites, les applications, qui doit être utilisée, qui a de la valeur principalement à court terme si on veut l'utiliser pour de l'activation, notamment l'exemple le plus fameux étant faire du retargeting. On a ensuite deux objectifs peut-être par rapport à la donnée. La donnée peut être un but en soi si on travaille sur des problématiques de reporting. Donc la donnée sert pour se matérialiser sous la forme d'un KPI, d'un reporting ou d'une analyse, mais elle peut aussi être un moyen en vue d'un résultat qui est la génération d'un chiffre d'affaires, la génération d'un incrément de notoriété et de tout apport de valeur pour l'organisation. Donc c'est dans ces cas-là qu'on parle de données à des fins de ciblage, à des fins de ciblage, de segmentation, de mise en place de scores et ainsi de suite. On en arrive à la définition donc, de la data governance. Converteo a essayé de définir un cadre de définition relativement simple qui peut être appliqué à l'ensemble de la réflexion, que ce soit sur cette présentation, mais aussi aux problématiques que vous rencontrez au quotidien. Donc, pour nous, donc, la data governance, c'est mettre en place un cadre de diffusion de la bonne donnée à la qualité attendue, donc selon ce qui implique d'avoir défini des standards de qualité, à la bonne personne, et là je me permettrai d'ajouter via le bon outil ou via le bon canal, et dans les bons délais, pour que celle-ci soit pertinente pour la prise de décision ou pour une activation. Donc c'est ce cadre-là que l'on va utiliser, c'est cette définition-là qui sous-tend l'ensemble de la présentation qui va suivre, et qui permet de comprendre ici facilement de quoi on parle. Donc, on a forcément, en parlant de data governance, je fais l'hypothèse que nombre d'entre vous sont venus en pensant entendre parler essentiellement de RGPD. Alors effectivement, la RGPD, avec tous les enjeux qu'elle a mis en place, de gestion des consentements, de droit d'accès, de droit à l'oubli, de limitation de l'intérêt légitime, de registre des traitements, pardon, c'est mon mix franglais qui me joue des tours. Est effectivement perçu potentiellement comme une contrainte. Donc, on voit les quelques arrêtés de la CNIL ici. Mais elle a aussi été utilisée par certaines entreprises comme un asset et comme un nouveau moteur pour reprendre connaissance et reprendre contact avec leur base client, ou pour en faire un argument marketing étant nous sommes soucieux de la protection de vos données. Voilà, donc l'illustration, c'est un privacy center qu'on a mis en place chez un grand retailer français qui vise à offrir le plus de transparence possible. Donc, ce slide n'a pas pour objectif de vous donner les grands principes du RGPD, mais une introduction au mode de pensée que l'on aura au cours de cette présentation, qui est que la data governance doit aller au-delà de l'aspect contrainte et essayer de se transformer en un asset dans la mesure du possible. Donc, comme je vous le disais, au cours de nos projets, on est impliqué sur des questions de data governance à chaque étape, de manière explicite lorsque cela fait partie du brief, et de manière implicite lorsque l'on travaille à nos principes de transmission de ces valeurs-là de data governance. Donc, je vais donner ici quelques retours d'expérience que l'on a collectés au cours de nos missions. Donc, le premier, c'est, donc on l'a formulé du coup en anglais, qui était « Ne faites pas de la data governance
coup, ça ne marche pas en traduction littérale, mais voilà, la data governance n'est pas uniquement un sujet pour votre IT ou votre équipe legal et compliance. Donc, de l'aborder uniquement sous cet angle-là revient en fait à avoir une stratégie qui est très défensive et qui considère la donnée essentiellement comme un risque opérationnel, un risque financier, un risque d'image. Nous, on préfère l'aborder sous un angle. Alors, le offense est peut-être un peu violent, mais voilà, de vraiment voir la data comme une opportunité et d'inclure, voire de mettre à la main du marketing et du métier toutes les logiques de data governance. Donc, c'est considérer la donnée comme une opportunité parce qu'elle permet de désiloter l'organisation. Donc, par des définitions qui sont partagées, elle permet des gains opérationnels d'efficacité en permettant d'avoir accès à des données qui sont déjà documentées, qui sont déjà préparées, qui sont facilement accessibles, qui sont facilement répertoriées. Elle facilite la communication entre les équipes et l'alignement autour d'objectifs communs. Et voilà. Et qui dit data governance, on avait vraiment un volet qualité derrière. Une donnée de meilleure qualité permet pour le marketing de mettre en place des cas d'usage plus avancés, de réconciliation par exemple de données digitales et de données CRM, de mise en place de modèles prédictifs qui ne peuvent s'asseoir que sur un historique qui est entre guillemets propre et validé. Donc c'est vraiment voilà, de considérer la data governance et la data au sens large comme une opportunité et un vecteur de création de valeur. Voilà. Le deuxième qu'on avait formulé sous la forme don't go overkill, c'était d'éviter de partir dans une approche totalement big bang et très top-down, qui serait de se dire il faut tout documenter, toutes les sources, tous les champs, tous les KPI que l'on utilise, tout remettre à plat et se lancer ainsi dans un projet potentiellement pharaonique, difficilement actionnable par les utilisateurs finaux que peuvent être les analystes, les responsables marketing, les responsables acquisition, et qui serait, a fortiori, une fois mis en place au niveau de qualité attendu, difficile à maintenir à l'état souhaité. Donc pour ça, on recommande de plutôt commencer par les datasets qui... alors, d'une part, les datasets qui sous-tendent les cas d'usage qui apportent le plus de valeur. Donc si une grosse partie du chiffre d'affaires vient d'une mécanique de retargeting, il est nécessaire de faire attention à la qualité du trafic qui vient alimenter cette logique-là, pour trouver un exemple assez simple. Donc voilà, c'est de se concentrer avant tout sur les cas d'usage qui apportent le plus de valeur. Ensuite, sur les données qui sous-tendent les KPI principaux de pilotage de l'activité à l'échelle de chaque département. Donc là, c'est un exercice pour chaque entité, donc des équipes marketing, de réfléchir aux KPI essentiels de pilotage de son activité et aux données requises et aux sources de données requises pour pouvoir suivre ces KPI au jour le jour. Et le troisième volet, c'est bien évidemment de prêter une attention particulière aux données dites sensibles que sont donc les PII, les données personnelles et toutes les données, donc que ce soit des données confidentielles d'entreprise ou des données qui sont contrôlées sous le spectre du RGPD. Un troisième qui peut sembler un peu enfoncer des portes ouvertes, mais l'idée c'est de communiquer autant que possible autour des initiatives de data governance. L'idée étant de gommer les idées préconçues qui sont que la data governance est avant tout un projet technique ou essentiellement technique, voire un projet de bibliothécaire qui n'a pas forcément un impact direct sur le business, qui est une initiative chère et un obstacle ou une contrainte à une prise de décision rapide. Et à l'inverse, de mettre en valeur la valeur qu'elle apporte, donc la valeur qu'apporte une donnée documentée, fiable et accessible à tous. Donc c'est vraiment de changer ce prisme et d'en faire un apport de valeur, parce qu'elle permet de piloter son activité sur des indicateurs dans lesquels on a confiance. Donc c'est plus facile de piloter la performance d'un site e-commerce si on est tout à fait serein sur
sur ces taux de conversion et les outils dans lesquels avoir accès à ces données-là. Voilà, c'est globalement c'est un gain opérationnel pour un data scientist de pouvoir travailler sur des données déjà préparées et de faire du travail de data scientist qui est de monter des modèles algorithmiques et non de faire de la data prep. Donc voilà, toute cette logique autour de la qualité de la donnée, son accessibilité et sa fiabilité sont en réalité des apports de valeur peut-être pas visibles immédiatement, mais qui se manifestent à moyen terme de façon visible. Alors, j'imagine que vous vous dites, ok, c'est bien beau tout ça, mais on commence par où? Alors, on va essayer d'aborder ce sujet-là. Donc, c'est pour faire le lien avec la slide précédente. L'idée est de commencer, de choisir d'abord collectivement quelles sont les données les plus clés par lesquelles commencer pour un POC de data governance. Donc jusque-là, il n'y a pas beaucoup de nouveautés. Ensuite, c'est de créer un langage commun donc entre les différentes équipes d'une même entreprise pour s'accorder sur la définition des KPI de pilotage principaux. Donc là, on avait un exemple, par exemple, chez un acteur de la grande distribution, où on est intervenu sur une mission de dashboarding, de pilotage de la performance e-commerce, pour se rendre compte en restitution que le KPI de chiffre d'affaires, qui est quand même un KPI, je vais dire plutôt simple et communément partagé, n'avait pas la même définition entre la direction marketing qui prenait le volume d'affaires, en fait, donc le panier moyen fois volume de commande, et la direction commerciale qui y soustrayait les retours et voilà, et toutes les opérations de after sales. Donc voilà, c'est le genre de malentendus sur lesquels qu'on peut éviter si en amont on a pris le temps de définir voilà, qu'est-ce qu'était un taux de conversion, mais aussi des notions assez simples. Qu'est-ce qu'un prospect? Donc on est intervenu aussi sur une mission pour un assureur pour établir un score de lifetime value des clients. Mais la première étape du cadrage a été de se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'un client. Après combien de temps d'inactivité est-il toujours considéré comme un client? Donc c'est toutes ces questions-là qui sont à adresser pour être sûr de parler le même langage. Donc, une fois que ces définitions ont été établies, l'objectif, c'est qu'elles ne dorment pas dans un Excel ou dans un PowerPoint envoyé une fois et si vite oublié, mais qu'elles soient rendues accessibles et démocratisées grâce à un data catalogue ou data alphabet, ou ça peut avoir différents noms, qui est une forme de glossaire des principales données. Pour cela, on peut s'appuyer sur différents outils. Donc des outils comme Collibra, comme Informatica, dans une certaine mesure aussi, voilà, les outils de PIM les outils de PIM peuvent remplir cet effet sur la donnée produit. Et donc c'est des outils qui permettent d'accéder aux définitions facilement grâce à des moteurs de recherche, de documenter à la fois la définition des KPI, mais également toutes les métadonnées autour de ces données. Donc voilà, de quel outil est-elle issue, qui l'a dernièrement mis à jour, dans quel rapport est-elle utilisée, voilà, donc toutes ces données qui permettent d'avoir le contexte autour d'un KPI qui est utilisé. Donc là, on recommande d'avoir voilà, de formaliser ces choses-là, de les rendre disponibles le plus largement possible, sachant que la solution technique derrière doit être en raccord avec le besoin réel, la richesse des KPI à documenter et la taille de l'entreprise en général. Une fois l'intégralité de la donnée, la donnée pertinente documentée, il faut en monitorer la qualité et veiller à ce que ce niveau de qualité attendu soit toujours maintenu. Donc pour ça, il y a plus ou moins 3 étapes qui sont de définir une fois de plus des KPI de qualité que l'on souhaite suivre, que ce soit des KPI plutôt techniques d'accessibilité, de complétion, de non-redondance, donc voilà, plutôt des KPI de qualité de base de données ou des KPI plus métiers que sont par exemple la cohérence et la capacité d'une donnée à répondre à des problématiques business qui sont évoquées. Une fois ces KPI définis,
il est donc nécessaire de les suivre, de mettre en place des reporting, du dashboarding à ce sujet-là, pour pouvoir piloter selon une cadence régulière le bon maintien, du niveau de qualité des données et la bonne collaboration de chacun à cette initiative. Et enfin, de fixer des instances régulières. Donc ça peut être des masters instances data governance ou à l'échelle d'un comité d'équipe régulier, d'avoir à l'agenda la data governance et de prendre des mesures de remédiation si jamais le niveau de qualité venait à baisser. Et enfin, donc là, je parlais d'implication de chacun. Pour que la data governance ne reste pas une initiative abstraite, le meilleur moyen, c'est de l'incarner dans l'organisation en définissant potentiellement des nouveaux rôles et de nouvelles responsabilités qui incluent dans leur périmètre les problématiques de data governance. Donc le premier et le plus connu serait le Chief Data Officer, qui peut avoir en partie sur sa fiche de poste d'animer les initiatives de data governance, de mettre en place et de définir la feuille de route, et plus globalement de définir les process, les niveaux de qualité attendus et d'orchestrer ces initiatives-là pour l'ensemble de l'organisation. Ce CDO peut trouver des relais plus locaux, que ce soit à l'échelle d'une équipe, donc une équipe marketing, une équipe RH et ainsi de suite, ou dans les différentes filiales si c'est un groupe, sous la forme de data stewards qui sont en charge de décliner les initiatives globales sur leur périmètre. Donc de gérer, par exemple sur le marketing, de prendre en charge la mise en qualité de la collecte, la mise en qualité de la documentation et l'implication de chacun des collaborateurs. Et on a enfin deux rôles annexes qui sont donc un data custodian qui travaille plutôt à l'échelle d'une solution technique. On a donné ici l'exemple du manager de l'outil de tag management, qui devient garant de la bonne collecte de la donnée d'un point de vue technique. Et d'autre part, un data owner qui est la personne en charge d'un KPI particulier. Alors là, on a pris le e-commerce pour un taux de conversion, et qui est la personne garante de sa bonne définition et d'une bonne communication autour de ces KPI-là. Alors, là, on a eu un discours assez général. On se rend tout de même compte que ce n'est pas forcément si simple, et que les impacts et les stakes peuvent être assez différentes en fonction des secteurs dans lesquels on travaille. Donc on a essayé de mapper, alors on a pris 4 secteurs principaux, c'est principalement pour vous donner une idée de la manière dont on a réfléchi. Donc entre des acteurs qui sont d'une part sur l'axe vertical, soit plutôt riches en données, parce qu'ils ont accès à une base client importante, à des volumes de navigation qui sont importants, parce qu'ils sont relativement encore peu régulés, à l'exception du RGPD. Et à l'inverse, des acteurs plus pauvres, donc sans que ce ne soit péjoratif, qui ont un accès moins direct à leurs clients, par exemple. Et on a enfin sur l'axe horizontal des logiques plutôt défensives, principalement liées à un écosystème légal et réglementaire, et sur la droite des acteurs plus offensifs, ou en tout cas qui ont plutôt tendance à voir la donnée comme une opportunité au service de leur business. Donc on peut commencer, alors les cases bleu clair sont avant et les cases bleu foncé sont le après. Ça rendra peut-être la lecture plus facile. On peut commencer par les acteurs de la banque assurance, donc qui est un secteur qui est très réglementé du fait des législations des SP2 et ainsi de suite, et qui ont été, mine de rien, presque pionniers dans l'utilisation de la data au service du business. C'est les assureurs qui ont inventé l'actuariat. Et qui sont en train en fait de bouger d'une logique presque exclusivement défensive vers des modèles beaucoup plus data-driven, en tout cas pour le marketing, avec cette volonté de créer des visions clients beaucoup plus unifiées, d'avoir une approche marketing centrée client et non pas centrée produit,
en personnalisant les parcours, en réconciliant les parcours, en proposant notamment sur l'assurance des offres personnalisées. À ce sujet, on est intervenu auprès d'un assureur français pour mettre en place un data lab qui était la création en fait d'une cellule de data gouvernance dont l'objectif était d'accélérer la mise en place de cas d'usage data science. Donc on voit qu'on était vraiment dans une logique d'activation et de création de valeur et non pas de sécurisation et de contrôle de la donnée. On a ensuite les télécoms, qui eux aussi sont plutôt très réglementés en France, qui sont riches en données du fait de la transversalité de leurs offres et du contact plutôt réel, plutôt direct qu'ils ont avec leurs clients, et qui là aussi vont vers des cas d'usage plus offensifs de personnalisation on-site, de personnalisation dans le cadre de l'acquisition. Voilà. On peut ensuite prendre le retail et le consumer goods, qui sont finalement les deux volets d'un même circuit de distribution, avec des retailers très riches en données, qui peuvent même conclure qui en arrivent à la monétiser actuellement, qui sont relativement peu réglementés et qui travaillent toujours plus sur des logiques de cas d'usage data-driven, avec des logiques de drive to store, avec des personnalisations des promotions, personnalisation du merchandising, voilà, des logiques d'acquisition on-site, chose qui est encore renforcée avec donc la crise sanitaire actuelle et le boom du e-commerce alimentaire. Et de l'autre côté de la chaîne, on a donc les consumer goods qui sont principalement intermédiés par des distributeurs qui ont très peu accès aux données de leurs clients et qui, par conséquent, afin de pouvoir activer des cas d'usage à valeur, doivent rentrer dans des logiques de partenariat data pour avoir accès aux données de leurs distributeurs. Voilà, c'est extrêmement rapide, hein, il y aurait sans doute beaucoup plus à dire, mais c'est pour signifier dans quelle mesure la data gouvernance se décline différemment par secteur. Donc, on en arrive à la conclusion. Donc, on voulait juste insister sur un point qui est que on préfère nous parler de démocratisation de la donnée plutôt que de gouvernance pour vraiment mettre en avant ces aspects de création de valeur avant tout et ne pas la cantonner à une image de contrôle et de restriction. Je ne sais pas si c'est la vidéo qui se lance tout de suite. On a ensuite 2 témoignages qui ont été filmés de consultants de chez nous qui ont travaillé sur différents projets. Et voilà, je vous laisse regarder ce qu'ils ont à dire, si j'arrive à la lancer. Ah voilà, donc on a Louis et Thibaut. Donc Louis qui est consultant senior chez nous et Thibaut qui est notre directeur Advanced Analytics. Bonjour à tous, je m'appelle Louis Dureau. Ça fait 5 ans que j'accompagne les entreprises dans leur stratégie data et je suis actuellement consultant senior chez Converteo. La gouvernance de la donnée, c'est un ensemble d'outils, de processus qui vont permettre de créer de la transparence, de donner de la visibilité sur la circulation des flux au sein d'entreprises et d'en permettre une meilleure exploitation, notamment en créant de la confiance sur la qualité de la donnée. Il y a quelques années, j'ai été amené à accompagner un assureur français dans le cadre d'un vaste programme de fiabilisation de ses données clients. L'enjeu était double. Le premier, une fiabilisation automatique via des algorithmes Big Data que nous avions co-développés avec un partenaire. Un second enjeu, une fiabilisation ce coup-ci plutôt manuelle, grâce au réseau d'agences commerciales de cette entreprise, ainsi que grâce à ses call centers. S'ensuivait alors une opération de mise en qualité de la donnée, ou disons de contrôle qualité de la donnée, pour s'assurer que les données fiabilisées étaient correctes et n'étaient pas KO, donc avant une mise à jour dans les systèmes d'information de l'entreprise. Donc l'élément déclencheur de cette mission, ça a clairement été une réponse obligatoire de mon client à une contrainte réglementaire. Contrainte réglementaire donc, qui correspondait au fichier FICOVI, donc qui est un fichier tenu par la Direction générale des finances publiques et qui oblige les assureurs à déclarer les encours d'un certain nombre de leurs clients, notamment sur les contrats d'assurance vie et les contrats de prévoyance.
Donc ici, mon client, donc comme tous les assureurs de la place française, ont en fait abordé cet aspect disons ce projet de gouvernance de la donnée d'une manière clairement défensive. Et ici, on peut naturellement parler d'une stratégie de data defense. Les éléments déclencheurs de la mise en place d'une gouvernance de données au sein d'une entreprise, ils sont souvent liés à la croissance. La croissance emmène en général de la complexité et une perte de capacité à maîtriser les différents flux de données qui circulent. Et c'est pour répondre à ces enjeux de complexité et à ces enjeux de qualité et de confiance qu'on met en place la gouvernance de la donnée. Alors, il n'y a pas de complexité inhérente à adresser des sujets réglementaires, y compris RGPD quand on parle de gouvernance de la donnée. Il faut adresser ces sujets comme on adresse tous les autres, c'est-à-dire en mettant les bons acteurs, les bons sachants autour de la table et en faisant émerger collectivement la solution la plus adéquate. Les équipes motrices dans les projets de gouvernance de données, ce sont en général les équipes data. Ces équipes data, on peut les retrouver dans les directions IT, dans les directions métiers, dans des directions data qui pourraient être spécifiques dans l'entreprise. Ce qui est au moins aussi important que l'équipe motrice, ça va être le niveau de sponsorship. Il faut être capable de compter sur un sponsorship de la direction qui est important, qui est présent. Pourquoi? Parce qu'on va toucher à des sujets d'outillage et de processus qui impactent directement toutes les équipes, qu'elles soient IT ou métier. Et en ce sens, pour être capable de faire bouger les lignes, encore une fois, il faut compter sur un bon niveau de sponsorship. Donc, compte tenu de la criticité du projet et du risque d'amende potentielle, le projet a complètement été mené par une task force qui était rattachée directement au secrétariat général de l'entreprise. Après, c'est sûr que compte tenu de la nature du projet, l'ensemble des directions métiers ont été embarquées, ainsi que la data, l'IT et le legal. Côté métier, les avis étaient plutôt partagés. Certains voyaient en fait d'un mauvais œil le fait qu'on vienne manipuler les données de leurs clients, puisque les données des clients appartenaient aux différents métiers de l'entreprise, naturellement. Mais inversement, il y en avait d'autres qui voyaient une vraie opportunité au sens où on allait potentiellement mettre à jour de nombreuses coordonnées de contact dans les bases qui en fait à date étaient erronées. Donc ils voyaient surtout dans ce sens le potentiel business potentiel. Alors, les feedbacks qu'on observe de la part des différentes équipes lors de la mise en place de projets de gouvernance, ils sont extrêmement variés. Ils sont très souvent liés au fait que, comme on a dit, on touche aux outils, on touche au processus. Donc, ce sont des impacts qui vraiment portent au quotidien pour toutes les équipes. De ce point de vue-là, on va avoir des équipes qui vont être extrêmement en demande, peut-être parce que sous-outillées, peut-être parce qu'elles vont bénéficier d'autant plus de la mise en place de la gouvernance de la donnée. D'autres équipes vont se sentir peut-être un peu plus en défense. De ce point de vue-là, encore une fois, l'élément essentiel de succès va consister en la capacité à compter sur un niveau de sponsorship de la part de la direction. Un projet de mise en place de gouvernance de la donnée au sein d'une entreprise, c'est un projet qui a une nature extrêmement itérative. On va essayer de définir un premier socle sur lequel on va être capable de poser des bases qui vont être saines. Une fois que ces premières bases ont été posées, on va étendre sur deux axes. Soit on va essayer d'étendre le périmètre d'un point de vue métier, d'un point de vue fonctionnel sur les périmètres de données qui sont adressés par la gouvernance. Soit on va essayer de monter en qualité, on va essayer d'atteindre un niveau de précision qui est plus élevé sur la maîtrise des flux, d'un point de vue circulation comme d'un point de vue qualité. Donc ce programme, il avait initialement et uniquement en fait pour raison une mise en conformité. Donc il était vraiment abordé d'un point de vue de stratégie data defense et donc n'avait pas pour objectif autre que la mise en conformité de l'entreprise. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est que grâce à ce programme de fiabilisation de la donnée, on a quand même réussi à fiabiliser des dizaines de milliers de coordonnées de contacts clients. Et donc, in fine, ça a laissé un joli terrain de jeu, si je puis dire, aux directions business pour d'éventuelles opportunités commerciales. Donc là, la réponse c'est non. Dans le cadre de ce programme de fiabilisation des données clients, on ne s'est pas du tout appuyé sur des solutions marché, on s'est appuyé sur des partenaires et sur des actuaires internes pour développer en fait des solutions custom Big Data. Ce qui a permis en fait de fiabiliser les données clients dans un data lake donc qui était externe au système d'information de l'entreprise
et bien sûr, du coup, derrière, d'assurer un contrôle de la qualité de ces données avant de les injecter directement dans les outils de l'entreprise. Donc en fait, on ne s'est pas du tout basé sur une solution marché à proprement parler. Concernant l'outillage, on voit des choses assez variées chez nos différents clients. Il y a des outils du marché qui existent, qui permettent de faciliter la mise en place des processus, la communication, la formalisation des différentes étapes. Il y a également des outils qui permettent d'adresser les enjeux de qualité de données. De ce point de vue-là, comme dans beaucoup de projets IT, il faut simplement être capable de poser la bonne équation économique qui a un sens par rapport à l'objectif qu'on veut remplir. Alors, après des premières mises en place de projets de gouvernance de la donnée, on se dit souvent, comme très souvent dans les projets IT, qu'on aurait pu passer plus de temps sur les aspects d'audit, sur les aspects de préparation, sur les aspects de cartographie des différents systèmes. Maintenant, il faut aussi tout simplement savoir se jeter à l'eau. Voilà, donc je crois qu'on arrive au bout du temps du fait des petits problèmes techniques. Je voulais juste vous remercier à tous d'être venus. Merci pour votre attention. Et si vous avez des questions, vous pouvez venir nous rencontrer au stand en bas. Ce sera sans doute plus facile. Donc voilà, merci à tous.